Boris Danzer-Kantov pour sa documentation, à Mathilde Raximov et Jeannette Pazierkowski. Prise de son Marcel Lebras et Jean-Marie Charon. Équipe de réalisation Rémi Fessard, Marie-Ange Garando et Aurélie Luneau. Pour ceux qui veulent retrouver des informations sur cette émission, vous pouvez consulter notre site internet franceculture.com. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la résistance socio-professionnelle avec successivement de lundi à vendredi les témoignages d'intellectuels, de cheminots, d'hommes d'église, de paysans et enfin d'étrangers, tous engagés dans le combat pour la libération de la France. À lundi. Page de l'histoire sur France Culture. Voici maintenant le procès Barbie. « 9 février 1943, rafle de la rue Sainte-Catherine. 6 avril 1944, rafle des enfants de la maison d'Isieux. 11 août 1944, déportation de 600 juifs et résistants dans le dernier train parti de Lyon à destination des camps de la mort. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Le 11 mai 1987 s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. 37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Radebeul. Quelle est votre profession? Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Vous nous dites, vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en 1955. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice, le procès Barbie. Si ce n'est lui, c'est donc son avocat. Klaus Barbie ayant décidé de jouer les accusés absents au palais de justice de Lyon, tous les regards sont maintenant braqués en permanence sur son défenseur, maître Jacques Vergès, qui n'a pas caché son intention de rompre, a-t-il dit, la monotonie de ce procès. L'absence physique de Barbie en salle d'audience ôte une dimension certaine au procès de Lyon, comme si l'événement médiatique était brutalement retombé à un niveau presque banal. De nombreux journalistes ont plié bagage ce matin. En revanche, les bancs du public restent pleins. Décalage entre les professionnels et Monsieur Tout-le-Monde. Au micro de Jacques Expert, la curiosité de ceux qui entrent encore en salle d'audience. On est en train de passer une page de l'histoire assez importante pour la France et ça vaut pas le coup de rater ça. Moi, le fait qu'il ne soit pas là, c'est vrai que ça me déçoit parce que j'aurais aimé voir quand il intervenait, enfin quelles étaient ses réactions. Mais ça m'intéresse autant, je crois, parce que il y a quelque chose des choses intéressantes qui peuvent se dire sans lui. C'est vrai que c'est décevant, c'est frustrant, c'est sûr. Ça peut être même douloureux pour certains, mais tant pis. Je tiens à le dire parce que je n'arrive pas à croire que lui ne viendra pas.
c'est aberrant ce qui s'est passé hier. Je suis encore scandalisée, mal remise. Moi, quand je ne pouvais pas venir à un interrogatoire, on me portait. Pour vous, ça a été un choc Ça a été un choc, donc je ne pensais pas que ça pouvait être applicable à Barbie. Alors qu'est-ce que vous avez pensé tout de suite de Klaus Barbie à ce moment-là? C'est un lâche? C'est un lâche, oui, puisqu'il ne veut pas assister, il ne veut pas entendre raconter ses méfaits. Et pour vous, il y aura un manque, je dirais, à son absence? Ça apporte un manque à ce procès? Oui, ça apporte. D'abord parce que lui ne subira pas les questions, n'écoutera pas les questions, donc... Vous auriez aimé être... Le procès, c'est un châtiment, mais sans lui, ça diminue déjà le châtiment. Vous auriez aimé être face à lui pour lui dire... Face à lui, pour lui dire mon mépris. Puisque j'envoie la fleur des Allemands dans la tempête d'acier de la guerre, écrivait Hitler, pourquoi n'aurais-je pas le droit d'exterminer des millions d'êtres appartenant à une race inférieure et qui se reproduisent comme de la vermine? Tous les juifs d'Europe doivent être déportés. Ceux qui sont valides seront réduits en esclavage, les autres seront éliminés. Les responsables allemands utilisent des camions dont les gaz d'échappement servent à asphyxier les juifs. 3 de ces camions permettent l'élimination de 97 000 personnes en quelques mois. La méthode est techniquement améliorée en 1942. 3 chambres à gaz permettent d'exécuter 200 personnes par séance. Aux 15 camps de mort lente s'ajoutent de nouveaux camps de mort dites instantanées. Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka. Auschwitz et Majdanek ouvrent des quartiers d'extermination. Lundi 18 mai 1987, 6e audience. Nous reprenons donc le cours de l'exposé des faits, c'est-à-dire des charges qui pèsent contre l'accusé et des moyens de sa défense. Nous en arrivons au convoi du 11 août 1944. Dans l'été 44, les prisons françaises utilisées par les nazis se sont trouvées surpeuplées et l'ordre a été donné de Paris de prévoir des transports du maximum de ces prisonniers vers l'Allemagne. Le 11 août 1944, vers 5 heures du matin, un appel de détenus avec bagages, synonyme de déportation, fut fait à la prison de Montluc. Les détenus furent sortis de leurs cellules, ils furent conduits à Lyon-Perrache, ils furent embarqués dans le train numéro 14166, composé de 10 wagons de 3e classe. 9 étaient destinés à recevoir les personnes et 1 les bagages. Les fenêtres ou rideaux des wagons constitués en compartiments de 8 places étaient bloqués ou baissés. Le nom de Drancy, suivi du chiffre 4, était porté à la craie blanche sur les voitures, dont chaque issue était gardée. Interdiction fut faite aux personnes qui se trouvaient à l'intérieur du train de se lever, sous peine d'être fusillées. Le train s'ébranla vers 16 heures, mais par suite de bombardements, ainsi que par suite d'actions de la résistance, son itinéraire fut très varié. Il passa par Mâcon, Tournus, Varennes-le-Grand, Culmont-Chalindré, Chalon-sur-Saône, Beaune, Dijon, Langres, Chaumont, retour à Langres, Vittel, où il s'arrêta 2 jours, Mirecourt, Metz, Nancy, Remiremont, Épinal, Plombières, Belfort, Rougemont, Mulhouse, Guebwiller, Colmar, Saint-Dié, Strasbourg, Rothau, Schirmeck, camp de Struthof, pour atteindre finalement le Rhin qui fut franchi au pont de Kehl.
Aucun ravitaillement n'avait été prévu. Les déportés subirent donc la faim et la soif. Ils reçurent quelques ravitaillements en cours de route de la part de bénévoles, notamment à Vittel, de la part de la Croix-Rouge. Les résistants de sexe masculin furent débarqués en Alsace et conduits au camp de Struthof, à Natzwiller, et certains furent amenés jusqu'à Dachau. Les femmes appartenant à la résistance furent dirigées sur le camp de Ravensbrück, et les juifs, enfin, sur le camp de Birkenau. Le nombre et l'identité tant des juifs que des résistants qui ont été déportés n'ont pu être déterminés avec exactitude. Sur un total variant entre 628 et 650 personnes, y compris les résistants, on peut considérer qu'il y avait grosso modo la moitié de juifs et la moitié de résistants. Le nombre des juifs est, semble-t-il, entre 307 et 339, suivant les sources auxquelles l'on s'adresse. Mais il est certain que ce qu'on voit, en ce qui concerne les Juifs, est arrivé à Birkenau le 22 août 1944. Le calendrier d'Auschwitz, qui relate les mouvements de déportés, a enregistré à la date du 22 août 1944 l'arrivée au camp de transit de 308 personnes en provenance de Montluc-Lyon. Or, ce chiffre de 308 corrobore les éléments que nous avons par ailleurs qui chiffrent le nombre des Juifs de ce convoi entre 307 et 339. Ce même document, calendrier d'Auschwitz, indique également à la page 64 que la sélection de ces 308 personnes, arrivées, je le rappelle, le 22 août 1944, n'a été faite que le 7 septembre 1944. Et il précise que 117 juifs et 63 juives ont été immatriculés, c'est-à-dire reconnus aptes au travail et envoyés au travail, et que 128 autres ont été gazés. 117 plus 63 plus 128, on retombe donc sur le chiffre de 308 que je viens d'évoquer. On peut donc considérer comme des chiffres certains ce chiffre de 308 minimum juifs compris dans ce convoi, et quant à leur sort, on peut également être certain, semble-t-il, que 128 furent gazés dès leur arrivée à Birkenau. Quant aux non-juifs, les femmes furent conduites à Ravensbrück et les hommes, comme je le disais tout à l'heure, à Natzwiller. D'après les renseignements qui ont pu être obtenus auprès des anciens combattants, du secrétariat d'État aux anciens combattants, il semble que le montant total des personnes résistantes non juives constituées par ce convoi était de 264. Sur ces 264 personnes résistantes déportées, 124 furent rapatriés, 109 décédèrent en déportation, 12 sont disparus, et pour 19 d'entre eux, leur sort est inconnu. Le problème se pose donc de savoir si Klaus Barbie est responsable ou non de l'expédition de ce convoi. Contrairement au cas que nous avons étudié précédemment, c'est-à-dire la rafle d'Isieux et la rafle de Lugif, aucun document relatif à ce convoi et signé de Barbie n'a été retrouvé. Mais un certain nombre de personnes que nous entendrons ultérieurement affirment, si leur témoignage est véridique, que Barbie était présent le matin du 11 août 1944 à l'appel des personnes qui devaient être déportées par ce convoi, et qu'il était également présent à la gare au moment de Perrache, au moment du départ de ce convoi. Est-ce que l'une ou l'autre des parties veut ajouter quelque élément qui, à l'appui de sa thèse, lui paraît essentiel et que j'aurais pu omettre?
sur ce point du convoi du 11 août. Je vous en prie. Maître Rapaport. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, vous venez de rappeler les faits constituant le convoi du 11 août 1944 et vous avez appliqué une distinction qui est classique dans ce dossier, la distinction entre les Juifs d'un côté, les résistants de l'autre. Je voudrais simplement préciser que, y compris du côté des Juifs, certains étaient résistants et que, par exemple, Madame Micheline Francfort, épouse Lévy, dont la déclaration est relatée à la cote 70 EP3, indique qu'elle a fait partie du train du 11 août, mais qu'elle ne sait pas si ce départ vers la déportation est dû au fait qu'elle était juive ou au fait qu'elle avait des activités résistantes, ce qui était son cas. Donc, du côté de Barbie, il y avait bien cette distinction, mais nous savons tous ici que les Juifs étaient déportés, certains seulement parce qu'ils étaient Juifs, et d'autres aussi parce qu'ils résistaient et participaient au combat de nombreux Français de cette époque. D'autres, oui, Maître Iannucci, je vous en prie. Oui, une autre précision, Monsieur le Président. Dans ce convoi de 629 personnes se trouvaient des enfants, notamment des enfants de moins de 5 ans. Alors ma précision est donc la suivante. Le SD de Lyon, à moins de 3 semaines de la libération de Lyon, se souciait encore d'envoyer en déportation des enfants aux fins d'extermination. Je tenais quand même à ce que cela soit souligné. Je crois d'ailleurs que le chiffre est de 12 enfants identifiés. Maître Zelmati. Monsieur le Président, en ce qui me concerne, le dossier, rien que le dossier. Pardon, le dossier? Le dossier, rien que le dossier. Ah, pardon. Klaus Barbie nous a dit dans un de ses interrogatoires, et sans vouloir aborder le fond ni une discussion, ça a été le premier élément qu'il nous a livré, qu'il n'était pas présent lors du départ du convoi du 11 août. Vous plairait-il, Monsieur le Président, d'autoriser Monsieur le greffier à nous donner lecture de la cote DP1 90 concernant une audition de Monsieur Maurice Picard sur la présence à Lyon de Klaus Barbie. DP1 90 et 91, puisque les deux vont ensemble. C'est la déposition de qui, dites-vous? Voilà, c'est là, ce qui m'intéresserait qu'il soit lu, ce serait la cote DP1 91 et la deuxième page. Le témoin dont vous demandez la lecture du procès-verbal n'est pas un témoin cité. Oui, non, pas du tout, Monsieur le Président, j'ai pris la précaution. Les 18 témoins cités ne seront pas évoqués tant par moi-même que par mon confrère Maître Iannucci qui est en charge du dernier convoi. Bon, il s'appelle comment? Vous voulez me répéter le nom? Maurice Picard. Picard. Il figurait au rang des Juifs ou au rang des résistants? Non, Monsieur Maurice Picard, si vous voulez, je crois, pour plus de facilité, il faudrait vous donner donc lecture de cette cote, qui est l'interprétation d'un telex à propos de la résistance, notamment pour la présence de Barbie à Lyon. Alors, si l'on prend la page 2 de l'audition de Monsieur Picard, on aura, si vous voulez, la démonstration de la présence de Barbie à Lyon, et je voudrais qu'il soit donné lecture de la dite Bien. audition. Alors, monsieur, vous voulez me sortir la cote, s'il vous plaît? Vous voulez répéter la référence? Je peux transmettre, avec votre permission, Monsieur le Président, la cote en question à Monsieur l'huissier pour lire la page 2. Fais-toi. DP1 91. Bon, apparemment c'est une copie certifiée conforme à l'original. Donnez ça. Ça va, monsieur Carré, ça va. Merci. Monsieur le greffier, vous pouvez rejoindre votre place. Vous avez un procès-verbal dont vous pouvez donner lecture, dont la copie est certifiée et conforme à l'original. La page 2 ? Non, depuis le début.
Le 3 juillet 1984, à 14h30, devant nous, M. Christian Ries, premier juge d'instruction. Je me nomme Maurice Picard. Je suis né le 18 janvier 1912. Je suis retraité. Je demeure avenue Taxe à Lyon 6e. Je suis un des premiers résistants à avoir monté le groupe Combat à Lyon, et j'en ai été l'un des responsables. J'ai remis au lieutenant-colonel Laforgue de nombreuses pièces en photocopie pour les besoins de l'enquête, et notamment un rapport en date du 22 août 1944. Il est dit dans ce rapport qu'à cette date, le SD de Lyon était toujours en place et ne s'était pas encore replié. Le juge. Ce rapport non signé porte en tête Abricot A, RSG bar A, RSG bar C, RSG bar E, RSG bar J. Quelle est la signification de ces sigles? Le témoin. J'ignore ce que signifie abricot. Je pense qu'il s'agit d'un résistant du réseau de renseignement de combat ou des murs, Mouvement uni de la résistance, qui a effectué une diffusion à plusieurs services énumérés RSG A, RSG C, RSG E, RSG J. Je ne connais pas non plus la signification des sigles de ces services. Pour la connaître, vous pourriez éventuellement vous adresser à M. Alban Vistel, qui habite Sainte-Foy-les-Lyons, résidence Le Géant. Le juge. Si l'on en croit les termes de ce rapport, Barbie était encore à Lyon le 22 août 1944. Or, il a prétendu au cours d'un interrogatoire, lorsqu'il a été interrogé sur sa participation à l'organisation du convoi du 11 août 1944, qu'il avait été blessé à la mi-août 1944 en revenant de Dijon à Lyon pour tenter d'intercepter le général Giraud qui se serait trouvé dans la région lyonnaise. Qu'en pensez-vous? Le témoin. J'ai toute raison de penser que le rapport à l'entête Abricot du 22 août 1944 est exact et que Barbie n'était pas encore blessé le 22 août 1944. Il suffit de se rapporter à la longue déclaration de Francis André. Celui-ci faisait partie de l'équipe française du SD de Lyon. Il a expliqué que le docteur Knapp avait été blessé aux environs du 21 juillet à l'attaque de Vassieux en Vercors après avoir atterri en planeur. Sa blessure n'avait dû être que légère puisque le commandeur du SD de Lyon a continué à avoir par la suite une activité au dire de Francis André. En effet, le 19 août 1944, Knapp l'a fait appeler pour lui demander de former un convoi de toutes les personnes appartenant au parti PPF qui voulaient quitter Lyon et se joindre au convoi du SD. Francis André a précisé dans sa déclaration être ainsi parti le 23 août 1944. Il a attendu avec ses hommes à la sortie de Lyon le convoi du SD qui n'est pas venu. Il a donc commencé sa route vers le nord et a passé la nuit à Mâcon en attendant toujours le convoi du SD qui n'arrivait pas. Le 24 août, Francis André est parti pour Dijon et ce n'est que dans cette ville, je suppose dans la soirée, qu'il a retrouvé à Dijon Klaus Barbie et toute son équipe qui venait d'arriver. Le docteur Knapp devait être à Dijon puisque, toujours selon Francis André, il aurait demandé des volontaires pour se joindre à Klaus Barbie afin de former un petit groupe destiné à rallier la Savoie pour dégager les éléments allemands encerclés dans cette région par la résistance. Il ne s'agissait absolument pas d'aller intercepter le général Giraud dans la région lyonnaise. Cela est une affabulation de Klaus Barbie. Le général Giraud n'est pas venu en France métropolitaine à cette époque, il devait être en Algérie. Pour se rendre en Savoie, depuis Dijon, Barbie et ses hommes ont voulu passer par Lyon, et au cours d'un accrochage à Limonest, Barbie a été blessé. Il a donc été blessé après le 24 août, vraisemblablement aux environs du 25 août. Selon Francis André, il aurait été ensuite évacué en Allemagne, à Baden-Baden, puis à Prague, en Tchécoslovaquie. En conclusion, lors du dernier convoi ayant quitté Lyon le 11 août 1944, Barbie était bien à Lyon. Il ne s'était pas encore rendu à Dijon et il n'avait pas encore été blessé. Lecture faite, persiste et signe. Monsieur le Président, en complément de cela, et pour permettre aux jurés d'être éclairés, il convient de rappeler
qu'à l'issue de la décision rendue par le tribunal permanent des forces armées en date du 25 novembre 1954, Klaus Barbie a été condamné pour les fusillades qui ont été perpétrées les 17 à Bron et les 20 août 1944. En conséquence, si besoin est, nous avons la démonstration de la présence, compte tenu des nombreux témoins appartenant à ces deux dossiers, de Klaus Barbie à Lyon. Un dernier point, Monsieur le Président, j'en aurai donc terminé. On va vraisemblablement nous objecter, et j'anticipe, s'agissant des réquisitions faites par l'armée à propos des transferts et notamment des convois. Nous avons une déclaration, et je ne vais pas me permettre de demander à Monsieur le greffier de la lire, concernant Monsieur Clos, qui est fort intéressante à propos des conditions dans lesquelles certains convois, donc à la veille de la libération, pouvaient partir. Et Monsieur Clos nous indique en page 2 de sa déclaration, c'est la code DP1-8, si vous voulez vous y reporter. Ce témoin n'est pas cité non plus. Non plus, Monsieur le Président. Non. À propos de ce train, numéro 14166 du 11 août, celui-ci ne pouvait être, compte tenu de sa numérotation, qu'un train spécial, hors service régulier, hors TCO, transport en cours d'opération. Sa composition avait dû être établie par une demande de l'organisme allemand à la délégation technique SNCF. Or, la SNCF ne conservant pas ses archives, nous n'avons plus trouvé de traces d'une quelconque demande de l'administration donc allemande à ce propos, ni même de l'armée allemande. Bien. La défense, vous voulez dire quelque chose? Bien. Une simple confirmation, Monsieur le Président, en ce qui concerne le nom d'Abricot. Il s'agit, la résistance avait 8 départements, et le département du Rhône était connu sous le nom d'Abricot. C'est tout. Maître Verger, je vous donne la parole en dernier. Rien à ajouter. Bien. Maître Norman, je vous en prie. Mon observation se rattache à celle que vient de faire Maître Goyen-Duxy. Barbie, en effet, a adhéré volontairement non seulement au SS, mais au SD. Or, il a été formé comme policier nazi dans des institutions spécialisées. L'institution nommée l'école de Bernau, dans laquelle il a passé 2 années. Pendant ces 2 années, sa formation idéologique, bien entendu, a été vérifiée. Nous le savons par le dossier, elle était parfaite. Mais aussi sa formation de policier nazi techniquement. Or, il ne pouvait par conséquent pas ignorer que la tâche principale de la Gestapo et du SD était, dès l'origine, de détruire toute opposition, pour employer l'expression de Himmler, sans aucune sentimentalité, nous devons être durs, sans charité chrétienne, et il ne pouvait pas ignorer que les camps de concentration étaient l'arme principale du SD. Et ceci pour introduire simplement une phrase que vous trouvez dans le jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, qui est à votre dossier, tome 22, sur l'activité criminelle de la Gestapo. La voici. À l'origine, l'une des fonctions primordiales de la Gestapo consistait à empêcher toute opposition au régime politique, fonction qu'elle a accomplie avec l'aide du SD, nous le savons bien. L'arme principale employée pour accomplir cette fonction était le camp de concentration. C'est ainsi que Barbie a été formé, et il serait évidemment dérisoire de penser que cette formation, il l'avait oubliée en exerçant les fonctions qu'il a eues à Lyon. Maître Clarcel, je vous en prie. Barbie se pose en innocent et en victime, et je voudrais montrer jusqu'à quel point, en ce qui concerne la connaissance du sens réel de la solution finale, va cette impudence.
Voici ce qu'il dit à propos de la déportation le 24 février 1983. Je savais que les trains partaient en Allemagne, mais leur destination ne m'était pas connue. Je savais simplement que les Juifs allaient être conduits dans un camp de concentration, mais je n'en avais jamais vu de mes propres yeux. Par contre, je ne savais pas ce qui se passait dans ces camps de concentration. Vous savez que beaucoup de personnes en sont revenues? Deuxième remarque en ce qui concerne cette innocence, Barbie se pose comme un des derniers ayant appris en Europe ce qui s'est passé avec les Juifs. Je ne savais donc pas que les Juifs déportés étaient exterminés dans les camps. Je ne l'ai appris qu'après la guerre, à l'occasion du procès de Nuremberg. C'est donc plus d'1 an après la fin de la guerre que Barbie prétend avoir appris que les Juifs étaient déportés. Or, la preuve la plus tragique que vous avez devant vous de la connaissance du sens réel de la déportation, vous l'avez à Saint-Genis-Laval, vous l'avez à Bron. C'est-à-dire, la déportation du dernier convoi est intervenue le 11 août 1944. Et que s'est-il passé lorsque il n'a plus été possible de déporter les Juifs et les résistants? Eh bien, on les a abattus d'une façon absolument sauvage, parce qu'on ne pouvait absolument plus les déporter. Et voilà quel est le sens de la solution finale, tel qu'il est affirmé et par Barbie et par la Gestapo de Lyon. À cela, on peut ajouter le témoignage de Maître Gessmann, qui est décédé depuis qu'il a donné ce témoignage en 1971, et qui a confirmé ce témoignage à la justice allemande, et qui, je ne cite qu'un extrait, « Je me souviens avoir vu Barbie écumer en exhalant sa haine contre les Juifs, et l'expression déporté ou fusillé, c'est la même chose, et bien de lui. Elle est une de celles qu'il a prononcées devant moi et dont j'ai dû me faire l'écho auprès de mes collègues parisiens. » Oui, maître, je vous en prie. Oui, Alain Lévy. Dans le même sens que mes confrères, je voudrais indiquer que, effectivement, si la connaissance des camps s'est faite bien avant la guerre, un certain nombre de textes, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, sont effectifs et qui montrent que dès 41-42, Barbie savait. Vous avez cité quelques documents provenant de Dennecker. Je voudrais compléter cette liste, même si elle n'est pas exhaustive, en faisant référence au document 1207 qui a été versé au débat du tribunal de Nuremberg par Edgar Faure. De cet ensemble de textes, il convient plus particulièrement de citer un rapport provenant de Dannecker qui date du 1er juillet 1941 et qui s'intitule dans la première page « Solution définitive de la question juive ». Ensuite, nous avons d'autres circulaires, d'autres notes et en particulier, il y a une note du 10 mars 1942 qui fait état de la déportation à l'époque de plus de 5000 juifs et la note précise « Les juifs de nationalité française doivent être déchus de leur nationalité avant la déportation ou au plus tard le jour même de cette déportation ». Et puis vous avez toujours, dans la même année, quelques semaines après, le 15 juin 1942, toujours du même auteur, une autre note, également citée lors du procès de Nuremberg, d'autres transports juifs en provenance de la France, c'est l'intitulé de la note, et en particulier, il convient de relever qu'il est indiqué que 10% de juifs inaptes au travail pourront être compris dans ces convois. Cette phrase est très importante parce qu'elle montre que cette déportation de juifs n'avait pas en fait pour objet, comme on l'a prétendu, et y compris Barbie, de procurer simplement une main-d'œuvre destinée au travail, ni même à être exterminée par le travail. Et puis vous avez encore une autre note du 16 juin 1942 intitulée « Transport des Juifs hors de France ». Et de cette note, il résulte des problèmes que Dannecker fait état, de problèmes de difficultés quant aux modalités de transport et des mesures de réorganisation des entreprises de transport en France, ce qui signifie là encore que tous les différents chefs de la section 4 savaient exactement ce qu'il en ressortait. Et je voudrais encore indiquer deux autres notes qui là encore datent de 42, 16 juin 1942, qui là est du docteur Knoron. Cette note est intitulée « Exécution technique des nouveaux transports de juifs hors de France »
et là encore on détaille parfaitement. Et enfin, une note du 26 juin 1942 qui s'intitule « Directive pour la déportation des Juifs » et il est dit dans ce document, je cite, « Conférence avec des spécialistes des questions juives des commandos de la Sicherheit Polizei à la section 4, le 30 juin 1942, déportation des Juifs provenant des territoires occupés à Auschwitz. » Monsieur le Président, que la Cour et le jury pardonnent à l'un des avocats de l'affaire Dizieux un certain entêtement. Que la Cour et le jury me permettent de rappeler que le 24 février 1983, plus exactement il y a ici jeudi 24, 83, c'est exact, Barbie, interrogé par le juge d'instruction, au dernier paragraphe, concernant la déportation du personnel et des enfants de la colonie juive d'Izieux, répond au dernier paragraphe, et je le répète, c'est sous le contrôle que vous avez du dossier, Monsieur le Président, et sous le contrôle qu'ont tous mes confrères de ce dossier, que je cite une phrase à propos de cette déportation du personnel et des enfants de la colonie juive d'Izieux. C'est un élément de l'ensemble concernant le problème juif en France. Barbie est alors assisté de son avocat. J'adjure Barbie de répondre à cette question. En quoi 44 enfants de 6 à 16 ans déportés et exterminés dans les conditions que l'on sait pouvaient justifier la réponse qu'il a faite le 24 février 1983. Il s'agissait du problème juif en France. Monsieur le procureur général, la défense. Certains ont commencé à plaider. Vous avez, Monsieur le Président, quand vous rappeliez les faits, situé le projet d'extermination connu sous le nom de solution finale à la fin de l'année 41. Au cours des débats, on vous invoque des directives de Dannecker du début de l'année 41, ça n'a aucun rapport. Deuxièmement, vous avez évoqué le décret Nacht und Nebel de l'année 1941. D'autres vous font partir cette extermination de l'année 33. Sur l'identité le signe d'identité qu'on peut placer entre des camps comme Oranienburg ou Buchenwald et Auschwitz, vous entendrez les témoins cités par la partie civile se livrer devant vous à des témoignages qui seront fort intéressants et éclairants. Et c'est après ces témoignages-là, je crois, qu'on pourra, au sujet de ces camps divers, porter un jugement plus objectif et surtout commencer à plaider. Maintenant, dans une objurgation que vous avez entendue, on vous dit pourquoi Barbie a-t-il pu penser que le problème des enfants juifs d'Izieux était une question qui concernait le sort de la communauté juive française. Il est évident que je ne suis pas Barbie, mais comme n'importe quel Français habitant de ce pays, nous savons très bien que le sort des enfants juifs était en effet une question sur laquelle le pouvoir politique en France était intéressé, puisque, et vous le savez, mesdames, messieurs les jurés, la proposition de déporter les enfants juifs est une proposition française. Elle émanait de M. Pierre Laval. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, à ce moment du débat. Je ne crois pas qu'il soit intéressant pour moi d'entrer, comme m'y invitent mes chers confrères, plus avant dans la discussion des éléments de l'accusation.
Laurent Douzou. C'est clair, pour les nazis, il y a une différence entre leurs ennemis résistants et leurs ennemis juifs. Les ennemis juifs, ils sont ennemis parce qu'ils sont nés. C'est ça, donc on n'a rien à leur reprocher de très particulier, si ce n'est qu'ils existent. Bon, donc du coup, ça implique quoi? Que si vous reprochez à quelqu'un d'être né, il n'y a pas d'autre solution que de le faire disparaître. Donc on est dans une logique apocalyptique, mais enfin qui est cohérente. Les résistants sont des gens qui se dressent face aux nazis pour des raisons que les nazis jugent évidemment irrecevables, mais se dressent face à eux. Donc d'une certaine manière, ce sont des ennemis de combat. Ça veut dire que c'est vrai qu'on va pas leur réserver le même sort. J'aurais tendance à dire que quand même le fait même que dans un convoi on trouve les deux catégories montre que c'est peut-être encore un peu plus compliqué que ça, parce que la répression nazie est si violente et parfois si aveugle que je dirais qu'arrive un moment où on regarde pas réellement entre ses ennemis. Et que août 44, c'est vraiment le moment de la débandade, c'est le moment où la messe est dite, où on sait que la défaite est au bout, ça prendra peut-être encore du temps, mais la défaite est acquise. Et c'est donc le moment où tout s'emballe. Et où par conséquent, on va plus s'embarrasser de précautions, on va pas choisir entre ses victimes, on fera un convoi et puis tous ceux qui sont des ennemis, on s'en débarrassera. Mais je dirais qu'il se passe la même chose avec les exécutions sommaires, les fusillades de bronze, c'est-à-dire que on va indistinctement, en quelque sorte, à la fois liquider, assassiner des juifs qui étaient arrêtés en tant que tels, et puis on va assassiner des résistants qui étaient arrêtés en tant que tels. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une répression qui atteint son paroxysme, et qui, à mon sens, ne s'embarrasse plus de ce type de nuances. Denis Salas. On s'aperçoit qu'il y a, notamment dans le cas du procès Barbie, un phénomène très très important qui est la concurrence des victimes, comme si les groupes sociaux, les groupes qui ont à s'animer par une revendication victimaire, voulaient utiliser cette idéologie victimaire comme emblématique de leur souffrance ou de leur revendication. Et il y a eu une discussion juridique très approfondie dans le procès Barbie, avant le procès Barbie, pour savoir si les résistants pouvaient être partie civile dans ce procès, et finalement la Cour de cassation l'a accepté, ce qui fait qu'on avait deux mémoires de cette manière qui étaient présentes, la mémoire politique de la résistance et la mémoire des survivants de la Shoah qui étaient présentes de leur côté. Alors le phénomène de la concurrence des victimes est important parce qu'il est à l'origine d'une tension très forte dans ce procès entre, je dirais, le cadre juridique lui-même, qui, pour permettre au procès d'avancer, doit, d'une certaine manière, contrôler la situation, et puis les moments émotionnels extrêmement forts qui traversent, qui déstabilisent, qui font tanguer un petit peu cette audience, qui en permanence vont être sollicités. Dans ces procès, je suis toujours frappé par deux moments très forts qui les traversent. D'une part, le moment où le juge ou le greffier lit le nom des victimes. Alors c'est un moment procédural, il faut lire la prévention
être très technique et puis accomplir la procédure, mais c'est un moment de célébration mémorielle, un moment très fort où, brusquement, devant l'accusé, défile, comme des ombres, en quelque sorte, cette liste de noms qui, finalement, devient, d'une certaine manière, l'emblème de cette mémoire perturbée ou souffrante. Et puis, il y a un autre moment que je trouve très, très fort, c'est le moment où les parties civiles demandent la projection des photos des victimes. Et c'est très souvent le moment le plus intense parce que c'est presque le moment attendu de la part de ces familles où on va enfin reconnaître, valider, d'une certaine manière, leur revendication la plus forte, à savoir visualiser, donner une représentation de cette souffrance dans une scène judiciaire. Et très souvent, il y aura des hésitations, une difficulté du président, des avocats généraux à accepter que la mémoire traverse aussi fortement le cadre serein de l'audience. Donc il y a dans ce type de procès toujours l'émotion qui abolit le temps. C'est-à-dire qu'il y a jugé 40 ans après les faits, mais très souvent, la victime dit « je me souviens », donc elle évoque un moment singulier qui n'appartient qu'à elle, de cette émotion qu'elle a très souvent portée au long de cette période qui précède le procès, et le moment arrive où elle va dire « je me souviens », où elle va évoquer concrètement des moments très simples, un souvenir, un geste, une parole prononcée à l'époque, qu'elle seule a entendue, qui va intervenir dans le procès comme étant un moment unique qui abolit le temps et que tout le monde, dans l'instant, va partager, va communier, pourrait-on dire, peut-être en forçant un peu le trait, mais c'est une manière aussi de nous dire, à travers cette mémoire émotionnelle, que le crime a été ressenti, qu'il est toujours présent, que le travail de deuil n'a pas été accompli, et le poids de certaines phrases, le souvenir de certains gestes, le témoignage de telle ou telle personne a ce pouvoir extraordinaire, si longtemps après les faits, de nous transporter pendant l'instant de ce témoignage, en dehors du temps, brusquement au cœur des faits qui ont été commis, qui ne sont pas soldés pour la victime. Yoda. Jean-Claude Grimbert. J'ai acheté dernièrement une revue qui s'appelle Les Vivants, qui a eu 3 livraisons, ou 45, 46, 47, ou 46, 47, 48. Les Vivants, c'est les anciens déportés. Alors, les anciens déportés, c'est Buchenwald, essentiellement, peut-être Mauthausen. Ce sont des écrivains ou des gens qui ont été associés ou déportés ou associés de très près. Le mot juif n'est que dans une note en bas de page. Le mot extermination n'existe pas. La nomination, c'est-à-dire que les survivants, les vivants, ce sont les déportés qui ont été déportés pour fait de résistance.
Et même pas ceux qui étaient juifs et déportés pour fait de résistance. Donc on voit à quel point l'aveuglement de la société continue, et il continue au-delà de la libération même des camps. On va faire venir des gens, on va faire revenir des gens en avion, mais les déportés les plus atteints, ceux qui ont résisté à l'extermination, j'emploie le mot résister, les vrais survivants, alors je ne veux pas dire que les autres n'ont pas souffert, mais ceux qui n'ont pas été tués alors qu'ils devaient être tués et qu'ils étaient là uniquement pour être massacrés, eux sont revenus dans des trains et ont continué à mourir. Il y a eu comme une sorte... Alors, on va me dire, mais... Et j'ai toujours cette voix de Vergès, mais ça s'est passé il y a si longtemps. Eh bien, moi, je suis comme Madame Zlatin avec ses enfants. Je ne peux pas me détacher de ça. Voilà. Alors, c'est mon problème, vous allez me dire, mais c'est comme ça. Je vis dans la société française avec cette idée-là. Il y a un historien qui a dit qu'il voyait la Révolution à travers les bois de la guillotine, parce que quand il est entré dans la salle, le modèle qui posait, il n'y avait plus qu'une place, c'était juste derrière la guillotine, et qui voit toute la Révolution à travers la guillotine, eh bien moi c'est pareil. Alors, est-ce une maladie? Est-ce un... Alors, obligatoirement, je suis assez gêné. Cette histoire de mort pour la France, bon, alors, il y a des tas de formules, il y a des tas... Cette histoire de déportés politiques, justement pour ceux qui ne faisaient pas de politique, puisqu'il n'y a que deux sortes de déportés, les déportés résistants, tous les autres s'appelant les politiques, si bien que mon grand-père aveugle, ou les bébés qui sont partis, étaient des déportés politiques, et les ayants droit ont des cartes de déportés politiques. Donc, et je ne dis pas que c'est l'État qui a voulu ça, que c'est aussi les associations d'anciens déportés, qui étaient des associations d'anciens déportés résistants, et qui ne voulaient pas voir figurer le mot juif, ou le mot... Et puis il y a d'autres choses, par exemple, les déportés... on dit qu'on ne fait pas assez de place aux déportés homosexuels. Voilà. Il n'y a pas eu de déportation d'homosexuels en France, sauf en Alsace-Lorraine, parce que l'Alsace-Lorraine était considérée comme un territoire allemand. Voilà. Comme faisant partie du Reich. Donc, sur l'ensemble du Reich, il y a eu une persécution contre les homosexuels, dont il faudrait voir est-ce que la racine, c'est pas le prétexte qu'Hitler et les autres prennent pour liquider la SA en les accusant d'homosexualité. Est-ce que c'est pour des raisons qu'ils volent des enfants au Führer et donc qu'on doit les régénérer, et si on n'arrive pas à les régénérer, on les élimine? Mais quand j'entends à chaque fois qu'il n'y a pas un monument pour les déportés et qu'on m'explique qu'il y a pu y avoir des homosexuels déportés, comme il y a eu des prostituées déportées. Celles qui n'étaient pas en maison pouvaient, en racolant sur la rue, et effectivement, on pourrait faire un hommage à ces filles, à ces femmes, à ces jeunes qui se sont retrouvées dans des camps uniquement parce qu'elles étaient prostituées. Alors, je comprendrais et que dans ces prostituées, il y avait peut-être des hommes. Il y avait sans doute des hommes. Mais quand on me dit, voilà, il y a toujours une manière de tordre ou de se servir pour sa propre cause. Alors c'est vrai, les Juifs ont été gâtés et que tout le monde nous envie. Mais que faire? Je n'ai pas... Il y a même des gens dans des débats qui m'ont dit, vous avez de la chance, votre père a été déporté. Ah. Bon, alors je leur dis, mais vous savez, il y a le sida, il y a le cancer, il y a des tas de choses. Vous aurez peut-être aussi de la chance, vous aussi. Hein. Vous allez peut-être perdre votre père dans des circonstances absolument affreuses et privées, ce qui est bien plus dur à vivre que d'être enfant de déporté, ce qui nous a sauvés, ne l'oublions pas. Bon, premier, c'est qu'on est quand même
sauvés par une forme de solidarité, voilà, par une forme de courage, de gens qui prennent des risques pour nous faire passer la ligne, pour nous accueillir, pour nous cacher. Donc, il y a là quelque chose d'assez réconfortant. Le procès Barbie, une série de Dominique Misica. Archives INA. Extrait de film De Nuremberg à Nuremberg de Frédéric Rossif et Philippe Meyer. Le pianiste de Roman Polanski. Mixage Marie-Dominique Bougot et Anne Le Guéhenec. Réalisation Pierrette Perronneau. France Culture se met à l'heure d'été du 26 juillet au 29 août. Tout savoir, franceculture.com. France Culture prend tout le temps de la réflexion. Au gré de vos goûts et vos envies, soyez au cœur des grands débats contemporains enregistrés pour vous tout au fil de l'été. L'Académie universelle de culture pour la notion de partage, les rencontres d'Averroès autour du colonialisme, les 19e rencontres de Pétrarque cette année sur la notion de frontière, le Salon du livre de Tanger qui s'interroge sur la liberté de création au regard de l'histoire, enfin pour clore cette grande vague d'été, le pouvoir au XXIe siècle et les nouveaux penseurs de l'islam. Grand débat contemporain, du lundi au vendredi à 20h30. Tout savoir, franceculture.com. Un traité culinaire et savant. Chaque jour, Hervé Tisse, physico-chimiste à l'INRA, dans le laboratoire de chimie du Collège de France, dialogue avec un grand cuisinier à l'heure du déjeuner. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, vendredi, nous sommes en compagnie de Guy Savoy. Bonjour Guy. Bonjour. Alors, Guy Savoy, c'est la première rencontre avec lui. Cette semaine, donc, nous sommes dans les entrées. Nous allons parler de pâté en croûte, un mot qu'on va commenter. Alors, j'avais mis un sous-titre, un plat médiéval. Il faut quand même présenter Guy Savoy. Enfin, tout le monde le connaît, bien évidemment, puisque c'est un des très grands chefs du monde. Guy Savoy, donc, est cuisinier. Il m'a dit qu'il était cuisinier. Ça, j'aime bien le mot cuisinier. Guy, ça vous va, cuisinier? Et cuisinier, oui, c'est pas chef. Non, je préfère le mot cuisinier. Parce que c'est mon métier. J'ai mon CAP de cuisinier que je revendique l'état de cuisinier. Très bien, oui, oui. Alors, cuisinier, donc il a un restaurant éponyme 18 rue Troyon dans Paris, dans le 17e. Mais des restaurants satellites aussi. Alors, est-ce que j'en oublie? J'ai les Buttes Chaillot, avenue Kléber. Oui, la Butte Chaillot. Les bouquinistes. Les bouquinistes, qui a des grands Augustins. Voilà. Oui. L'atelier de Maître Albert. Oui, au pied de Notre-Dame, c'est un rue Maître Albert. Oui. Voilà. Et puis, un qui prépare le l'ouverture prévue début septembre du Chiberta, qui est en haut des Champs-Élysées, rue Arsène Housset. Et vous serez cloné, vous serez dans tous les endroits? Non, moi je suis physiquement rue Troyon, et puis
J'ai dans chaque site, dans chaque restaurant, un associé qui est donc un vrai patron dans chaque restaurant, et je participe à l'élaboration des cartes, à l'élaboration, enfin du restaurant tout simplement, quoi. Ah oui, donc on a déjà la réponse à la question qu'on posait sur compositeur-interprète, c'est-à-dire que le compositeur